Bien entendu, si vous avez des questions, soyez bienvenus. Oui. Moi j'ai deux questions. Oui. Une, la réponse risque d'être un petit peu longue, je ne sais pas, mais enfin, on a tout le temps. Très long. Mais on va commencer par la France, puisque le sujet de la conférence c'est un petit peu ça. C'est, vous parlez du général de Gaulle. Moi, enfin, relativement aux autres hommes politiques, j'ai compris la nuance par rapport à Pétain, mais quand même, il me semble que, par exemple, la loi mai 68 a été faite pour le faire dégager. C'est une révolution de couleur, sûrement. Mais dès qu'ils l'ont foutu dehors, Rothschild, Giscard, Pompidou, qui travaillaient à la banque Rothschild, se sont empressés de faire cette loi. Après, il a prêté, je veux dire, il s'est imposé à l'OTAN, il est allé chercher, il a envoyé des bateaux pour récupérer l'or de la France. Après, par rapport à l'Algérie, est-ce qu'il a. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça tourne mieux. Parce que bon, il s'est dit, je préfère couper plutôt que d'avoir un libre pont pour que carrément ce soit le même pays. Hein. Lui, il est le voilà. il avait dit d'ailleurs. Ah ouais. Donc, je veux dire, par rapport à tous ses successeurs, ça a été un de ceux, enfin, moi je trouve, après Pétain, qui a le plus. Vous voulez dire le moins pire, c'est ça? Ouais, relativement aux autres, regardez ce qu'ont fait Giscard, Sarko et Mitterrand et toute la clique. C'était le moins européiste, c'était le plus nationaliste. Après, sur l'histoire algérienne, bon, est-ce qu'il n'a pas pris la moins mauvaise solution? Bon, je vais vous répondre. Ou alors quelle aurait été la meilleure? Alors, je vais vous répondre. D'ailleurs, j'ai traité du sujet dans le nationalisme français. C'est une question qui revient périodiquement, évidemment, de la façon dont les choses sont présentées. Vous savez très bien qu'il y a l'aura de De Gaulle, le patriotisme de De Gaulle, etc. Alors, voyons les choses un petit peu plus près. Le personnage de De Gaulle. C'est dans mon livre « Le nationalisme français » qui est là, mais vous pouvez aussi trouver l'analyse que j'en ai faite sur notre site nationalisme français sans ccdi.com. Vous allez dedans, au site, au niveau des documents pour l'histoire. Ce n'est pas triste. Ce n'est pas triste. Que se passe-t-il à l'été 1916 quand le jeune capitaine de Gaulle, après avoir réussi à traîner après une petite blessure dans l'état-major, du fait de l'hécatombe des officiers français, est tout de même envoyé au front. Il arrive au front en remplacement d'un de ses collègues à lui, capitaine comme lui, qui jusque-là avait tenu face aux Allemands. Que fait De Gaulle le lendemain matin de son arrivée? Il fait lever le drapeau blanc et se rend aux Allemands. C'est historique. Vous avez toutes les références. Vous savez, je n'avance jamais rien sans un document. Fait prisonnier avec ses collègues, il se rend compte que ses collègues, les Allemands leur ont rendu leur épée d'apparat. Pas à lui. Il s'en inquiète. Vous savez, je ne l'ai pas inventé. C'est historique, je peux vous donner les références. Et le plus beau, c'est que, avant même de lire les ouvrages là-dessus, je l'avais entendu d'officiers français plusieurs années auparavant. Des gens donc qui avaient été au contact, qui savaient. Que répondent les Allemands à De Gaulle? On ne vous l'a pas rendu parce que vous ne vous êtes pas battu. Bon. Et puis, vous savez ou vous ne savez pas que le maréchal Pétain était le parrain de son fils. Et il arrive à faire une carrière dans les états-majors. Et puis on arrive à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Au passage, et ça, il faut bien comprendre, pour comprendre De Gaulle, il faut comprendre la dimension de l'orgueil de l'homme. C'est fondamental.
de l'orgueil et de l'aspect vindicatif de l'homme. Comme toujours dans les armées, à un moment donné, un responsable de l'armée, un général quelconque, en l'occurrence c'était le général de Gaulle, pas encore maréchal, demande que l'on fasse une étude sur l'arme blindée. De Gaulle, qui était associé, prend le travail et le publie sous son nom. Déjà, après l'essor de 1916, il n'était pas très apprécié de ses collègues, ça n'a pas amélioré les choses, et on arrive donc à la guerre. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Il avait été secrétaire, un vague secrétaire à la guerre sous la Troisième République, et quand le gouvernement Pétain s'installe, il va intriguer pour essayer d'avoir un poste. Et même les hommes de la Troisième République n'en veulent pas. J'ai les textes. Et vous le trouverez sur notre site. Tout ça est consigné avec les origines. Alors, il se tourne vers les Anglais, ou les Anglais se tournent vers lui, je ne sais pas qui a été le premier à prendre contact, et c'est comme ça qu'un beau jour, il est récupéré par le général Spears de l'Intelligence Service, qui avait besoin d'un képi pour opposer à Pétain. Et là encore, hésitation de Gaulle, oui, mais si c'est l'Allemagne qui l'emporte et le régime de Vichy, et il fait promettre aux Anglais d'être naturalisés anglais, si jamais, etc., etc. Et avec un traitement de général anglais. Puis finalement, alors qu'il voulait rentrer en France, les Anglais ne le laissent pas partir. Quelle chance pour lui! C'est comme ça qu'a commencé sa légende. L'appel du 18 juin qui était quelque peu décalé, je glisserai là-dessus. Et puis, alors, suite à sa fuite en Angleterre, avec Spears, alors qu'il était sur la liste pour être nommé général, le président Albert Lebrun, de la Troisième République, c'est pas Pétain, le dégrade. Et il est jugé et condamné à mort par un tribunal militaire, qui n'était pas celui de Pétain. Il arrive au pouvoir, et curieusement, à partir de ce moment-là, il devient officiellement le général de Gaulle. Et il y a dernièrement un historien actuel qui a étudié le problème. C'est très intéressant parce qu'on ne trouve nulle part trace de cette nomination dans les archives militaires. Ça a été un tour de passe-passe. Il y a l'histoire officielle et puis il y a l'histoire derrière l'histoire. Que fait-il en mai 68? Une nouvelle fois, il fout le camp. Il va se réfugier chez Massu, en Allemagne, laissant ce pauvre Pompidou se débrouiller tout seul. Je n'ai pas d'adoration particulière pour Pompidou. Mais là encore, si je vous cite ça, c'est qu'à chaque fois où ça a chauffé, il prend la porte d'escampette. Bon, et puis il y a eu le préalable quand même de l'Algérie française. Son discours de Brazzaville, avant même le largage de l'Algérie, c'était quoi? 1943, je crois, janvier 1943. C'était un discours de promesse à Roosevelt de décolonisation. La guerre d'Algérie, je vous ai compris. Et il se vante dans ses mémoires, que je cite dans le nationaliste français, il se vante d'avoir été par étapes en disant que si j'y allais tout de suite, ça aurait été l'explosion, je n'aurais pas pu aller plus loin. Alors,
pour répondre à votre question très judicieuse, pouvait-il faire autrement? Je crois que oui. Je crois que oui, il suffisait de trouver des solutions. Première chose, déjà, ne pas rétablir la maçonnerie qui avait été interdite par Vichy. Il l'a rétablie, et j'ai les textes, notamment de Fred Zeller, grand maître du Grand Orient de France, remerciant De Gaulle d'avoir réintroduit la maçonnerie et de leur avoir redonné force et vigueur. Et autre chose que nous payons aujourd'hui, toujours avec le reste, le rétablissement du décret Crémieux, qui avait été interdit en même temps que la maçonnerie par le gouvernement Pétain. Or, quand ce décret Crémieux avait été instauré en 1870, décret d'Isaac Crémieux, président du congrès de... Non, c'est pas le congrès mondial, c'est le... Ah, peu importe, c'est dans mon bouquin. Que s'est-il passé tout de suite après? Insurrection en Kabylie, avec le Bachar Gassim-Mokrani, qui venait de se battre pour la France contre la Prusse, s'il vous plaît. Et on crache à la figure de ces musulmans qui s'étaient battus pour nous en les faisant citoyens de deuxième zone par rapport aux Juifs. Je reviens en arrière, et c'est cette même, non pas erreur, mais crapulerie voulue de Gaulle de rétablir le décret Crémieux, et immédiatement après, que se passe-t-il? Insurrection de nouveau, qui fut battue dans le sang par l'aviation dirigée par le communiste Charles Pion. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que de 1870 à 1943, ou 44, je ne me rappelle plus exactement, la férocité de la répression a été terrible, comme si on voulait définitivement dresser les deux communautés l'une contre l'autre. Cela, vous ne le trouverez pas dans les manuels de l'éducation nationale, mais vous le trouvez dans des livres d'histoire très bien référencés. Et dans les mémoires de Gaulle aussi, quand il avoue, en se félicitant de sa duplicité. Alors, effectivement, que pouvait-on faire? Mais on pouvait trouver 36 000 solutions d'association. On pouvait commencer par supprimer ce foutu, je m'excuse du terme, décret Crémieux. Pourquoi croyez-vous que du temps du gouvernement du maréchal Pétain, qui avait abrogé le décret Crémieux, il n'y a eu aucune insurrection en Afrique du Nord et notamment en Algérie? Pour une raison très simple, c'est qu'il avait, en abrogeant le décret Crémieux, supprimé le crachat à la figure qu'on avait fait à ces gens-là. Tout aussi simple. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'immigration et l'invasion, et tout ce qui en découle, et je comprends que certains jeunes en quête d'identité se lancent dans ce qu'ils ont fait dernièrement à Paris. Je ne l'approuve pas, mais je comprends, parce qu'il faut savoir remonter aux sources. Voilà, je crois avoir répondu à votre question sur deux points. Quant à ces gesticulations vis-à-vis des Américains, c'est bien gentil, mais je vous rappelle quand même le discours de Brazzaville. Autre question? Oui. Oui, alors je vais essayer de l'expliquer de manière concise. En fait, vous avez dit justement au début qu'en fait ceux qui tenaient les médias en fait faisaient plus ou moins la pluie et le beau temps dans l'opinion, ou en tout cas choisissaient les personnes qu'ils allaient, comment dire, faire passer, voilà. Sauf qu'on se rend compte que le FN passe énormément, beaucoup, et que, comment dire, on sait aussi qu'ils sont quand même pas mal infiltrés, en tout cas par la franc-maçonnerie, c'est pas un secret, les collards, tout ça. Vous savez que j'ai été un ancien responsable du Front National, puisque j'étais le responsable, quand je résidais en Belgique à l'époque, j'étais le responsable du Front National qui ne s'appelait pas Front National, c'était les cercles des Français résidant à l'étranger. Donc j'ai très bien connu le
Front National de l'Intérieur, d'autant que j'étais au comité central. Ah ouais. Donc je connais très bien la structure. Et, ben Et donc, si j'ai claqué la porte en 93, c'est parce que j'ai vu très bien où tout cela allait mener. malheureusement. Bon, continuez votre question. Et donc voilà, donc en fait je voulais dire que au final quand on regarde quand même l'ensemble de la dissidence, entre guillemets s'il devait y avoir un ensemble, se met assez d'accord en général sur le programme économique qui est en fait vous l'avez dit vous-même qui serait en fait un détonateur pour faire exploser cette Union européenne. Mais en fait cette Union européenne est une construction maçonnique et donc en fait de laisser la parole à des gens qui promeuvent en fait un programme qui est anti-maçonnique, c'est assez bizarre. Donc, est-ce que la maçonnerie, à travers le FN, serait capable de renoncer à ses ambitions, pourvu qu'elle reste au pouvoir, en fait? C'est une excellente question et c'est la question à laquelle beaucoup d'entre nous nous heurtons. Jusqu'où la stratégie de Marine Le Pen est une stratégie, quelle est sa sincérité, dans un sens ou dans l'autre, on n'en sait rien. Alors je vais vous répondre de façon très cynique. Ce qui m'intéresse dans le Front National actuel, alors que je combats, et j'ai combattu, vous avez mon livre, Histoire d'une trahison. Parce que j'ai bien connu le Front National de l'Intérieur, et j'ai bien connu Le Pen. Il est le premier responsable de cette évolution, la diabolisation et la normalisation, c'est lui qui l'a commencé. Vous y verrez au passage ses fréquentations douteuses, son héritage douteux Lambert, le parrain proxénète qu'il a attribué à sa fille, Marine. Mais oui. Tout ça, j'ai jamais eu de procès de sa part. Vous imaginez le boom que ça ferait, quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans le Front National aujourd'hui? C'est que du fait de ses positions officielles contre l'Europe, contre l'euro, pour moi, c'est uniquement un explosif à utiliser. Et je prône l'entrisme au Front National. Parce qu'il ne faut pas venir se plaindre que les autres prennent la place, que ce sont des francs-macs, des homosexuels, des ceci, des cela. Sinon, ah non, mais c'est pas bien, ils sont pas bien, on n'aime pas ça. Il faut prendre les places. Je suis d'accord. Et puis, on pousse comme on peut. Et, tout de même amusant, j'ai vu, je crois que c'est dans l'avant-dernier numéro de Rivarol, vous connaissez le journal? Oui. Il y a un certain monsieur, je crois que c'est Sénécal, qui m'était tombé dessus il y a plusieurs mois, sinon un an ou deux, non un an, peut-être une bonne année, et il m'était tombé dessus parce que j'avais osé chatouiller un petit peu Soral. Or, ce qui m'intéressait dans le texte de Gorafi, c'est qu'il laissait entendre que Dieudonné avait des ascendances qui ceci, qui cela. Quand j'avais cité ça, c'était pour voir quelle serait la réaction de Soral et Dieudonné. Tout un tas de ces braves lecteurs de Rivarol qui sont tombés dans le panneau, en disant mais comment, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais il n'a rien compris, il s'est fait avoir par Gorafi, etc. En général, je ne me laisse pas facilement avoir, mais bon, peu importe. Je reviens à ce monsieur Sénécal, dans l'avant-dernier numéro de Rivarol, qui écrit je me suis un petit peu moqué il y a quelque temps de M. Foncart-Dassac, suite à ses attaques sur Soral et Dieudonné, mais je dois tout de même à l'honnêteté, je vous le cite de mémoire, je dois à l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que dans sa stratégie vis-à-vis du Front National, il a raison. Et la direction de Rivarol ferait bien d'en prendre une bonne leçon. Quant à Le Pen, il n'est pas blanc-blanc. Voilà. Alors, que faire, conclut-il? Eh bien, suivre les conseils de Foncart-Dassac, investir le Front National. Donc, je vous demande, à tous les niveaux où vous pouvez être, prenez des places au Front National. Parce que pourquoi? Il faut pouvoir, en interne, blackbouler un certain nombre d'individus.
On peut le faire aussi lors des élections. Mais si on le fait lors des élections, on m'a posé dernièrement la question à Paris au sujet de faut-il ou non voter pour Valéran de Saint-Just, que je connais, qui est une fripouille, sioniste, tout ce qu'on voudra, etc., etc. Et première réaction, comme quoi il faut toujours se méfier des premières réactions à chaud, je lui dis non, évidemment, c'est indélisé, on n'a pas intérêt à voter pour. Ça, c'était il y a 2 mois, et j'y suis revenu lors de ma conférence, lors des questions, le 7 octobre dernier. Et je lui ai dit, écoutez, je vais revenir sur une chose que je vous ai dite au sujet de Valéran de Saint-Just. Si on vote contre Valéran de Saint-Just, pour qui voter? Dupont-Aignan, il est gaulliste comme un phoque. Je m'excuse pour les phoques. Etc., etc., etc. Or, qu'est-ce qu'il faut? De quoi avons-nous besoin? C'est qu'on ait un bloc apparemment uni du Front National en opposition au système. Parce que qu'est-ce que nous voulons, nous? C'est faire exploser le système. Et le seul espoir que nous ayons aujourd'hui, c'est par le Front National. Je regrette beaucoup. Mais le Front National, ça va se jouer à un 2e degré. Ça dépendra justement de l'intelligence tactique, si on est suffisamment nombreux et importants à l'intérieur. Je ne peux pas le faire. On me connaît trop, bien que je constate que j'ai des contacts avec un certain nombre de cadres du Front National actuellement. Donc voilà, je laisse ça à votre attention. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, de voir des francs-maçons, des homosexuels, des sionistes, quelques-uns, hein. Il y a un certain Tauris, qui est du syndicat de la police, qui n'est pas triste celui-là. Il trône avec un beau chandelier à 7 branches derrière lui. De même que Florian Philippot trône avec un beau portrait de De Gaulle derrière lui. Ça met en appétit. Bon, c'est comme ça, la politique. En politique, il faut savoir quel est le but qu'on veut atteindre. Alors, ça pourrait paraître pas très chrétien de dire que tous les moyens sont bons, mais ce ne sont pas des moyens répréhensibles. De jouer au billard, d'essayer d'atteindre une boule en touchant une autre. Il faut être réaliste. Mais il faut rester fidèle à ses idées. C'est tout. Mais savoir le but et tout faire pour y arriver. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai satisfait dans ma... Très bien, oui. Oui, Moi, madame? je me pose une question, monsieur. Imaginons ce que je ne refuse pas de croire, qu'à la fin du temps, monsieur Le Pen se remette avec sa fille, qui est très fortement, je trouve, pro-sioniste. Hein, bon. Et que finalement, ils se remettent ensemble. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Après avoir voté, il y aura toute une puissance. On sera... Oui, d'accord. Mais après, notre combat, il va tomber dans l'eau. Bon, alors, ça c'est une supposition. Oui, tout à fait. C'est Mais une quand même, supposition, je ne suis pas du tout, je sais, je connais la thèse, j'ai été sorti à de nombreuses reprises, notamment dans les paroles, et je n'en suis pas persuadé. Je pense. Parce qu'il y a quelque chose de très curieux chez Le Pen. Observez ce qu'il a fait ces dernières années, avec l'histoire du détail. L'histoire, oui. Du détail. Oui. Il est revenu perpétuellement dessus. Et curieusement, à chaque fois qu'il y avait une poussée Front National, il s'arrangeait pour faire une provocation. Ce qui permettait au monde politico-médiatique de lui tomber dessus. Alors, pire encore, je vais être très politiquement incorrect, je m'excuse. L'histoire du détail, c'est une fraude. Parce que ce n'est pas un détail, c'est le point central de la question de l'Holocauste. Le problème est de savoir si le Zyklon B, le fameux gaz, a été utilisé pour tuer des gens
ou pour tuer les poux qui tuaient les gens. Petite nuance. Deuxièmement, je voudrais faire observer que l'on a jugé, condamné et exécuté des gens, non seulement uniquement sur le témoignage de la partie intéressée, mais sans qu'il y ait eu reconstitution du crime imputé. Imaginez, chère madame, vous avez une grande-tante ou un grand-oncle richissime que l'on retrouve assassiné. Et une partie de la famille, voulant s'accaparer l'héritage, vous dénonce comme étant l'assassin. Et la police va dire, ah ben puisqu'il y a ces témoignages, ben oui, et on vous envoie en prison, ou vous passe à la guillotine si vous étiez encore à cette époque-là. Eh bien c'est exactement le problème de la Shoah. On a jugé des gens, on les a exécutés, sans qu'il y ait de reconstitution de crime. Et si vous avez à discuter avec des gens de ce sujet-là, je vous conseille cette stratégie. Vous ne prenez pas parti, vous ne dites pas révisionniste ou pas révisionniste, je ne sais pas, je suis un scientifique, j'observe, point à la ligne. Apportez-moi la preuve. Alors je vais aller complètement à contre-courant de cela, parce qu'après aussi actuellement, bon, l'histoire, pour pouvoir aller sur l'avenir, il faut connaître son passé, je suis bien d'accord, mais là, l'urgence est qu'à l'heure actuelle, il faut sortir des traités européens, et à l'heure actuelle, le Front National, comme on l'a vu sur ces professions de foi, sur les européennes, sur la présidentielle 2012, ne parle pas du tout de sortie de l'Union européenne. Et ça dépend des déclarations, et c'est là oui, aussi l'ambiguïté. Je suis désolé, dans un programme politique, la profession de foi, c'est marqué sur le fer, les paroles ne langage que ceux qui... Les paroles partent avec le vent, et à l'heure actuelle, il y a un mouvement de libération nationale, c'est pas souverainiste, parce que actuellement, le souverainisme, c'est menaçant, et c'est tout. Ça ne va pas au fond des choses. Vous allez au fond des choses, et à l'heure actuelle, les partis politiques d'extrême gauche à extrême droite ne vont pas au fond des choses. Ils veulent tous une autre Europe. Et à l'heure actuelle, il y a un mouvement que je soutiens, hein, je ne m'en cache pas, qui s'appelle l'Union populaire républicaine, hors clivage gauche-droite, pour sortir des traités européens pour l'instant de façon légale. Ça s'appelle l'article 50. Comme dans tout contrat, il y a toujours une clause de sortie. Et personne, aucun parti d'extrême gauche à extrême droite, et surtout Marine Le Pen, sur une déclaration récente qui parle de l'article 50 comme si c'était rien du tout, alors que c'est une possibilité de sortir du traité européen de façon légale, sans arriver à une guerre civile. Et voilà, je crois que là, il y a le feu à la maison, il ne faut pas regarder la couleur du t-shirt de chacun. Je pense que là, on doit mettre ces zéros de côté. Et vraiment parce que bon, d'abord, c'est intéressant la question du dérapage, et c'est bien souligné de votre part, c'est que chaque fois qu'il y a une montée du Front National, il y a un dérapage contrôlé chaque fois. Ce qu'on constate, je pense, c'est que le Front National, actuellement, cristallise les rancœurs, l'émotion, parce qu'actuellement on est dans l'émotion, et il ne faut pas regarder l'émotion, justement, il faut penser que tous les jours on perd 600 à 800 emplois. Une usine, c'est un bombardement économique, hein, et elle ne reviendra plus jamais par rapport au traité européen, l'article 63. L'article 106, c'est le démantèlement des services publics, la poste, les hôpitaux, enfin, tout ce qui gère les administrations. Donc, actuellement, les solutions qui sont médiatisées, mais je pense qu'il faut se méfier de tout ce qui est médiatisé, parce que c'est les grands groupes justement qui sont derrière. Il vaut mieux aller plutôt sur des réseaux internet. Et bon, je pense qu'un parti politique qui est blacklisté, je pense qu'il faut vraiment aller le rechercher, aller le voir, comme on va voir vos conférences, celles d'autres divergents. Parce que pour moi, la dissidence, c'est la divergence qui va falloir parler. Donc des personnes qui ne sont jamais sorties de leur botte, vous en faites partie, parce que ce qu'on voit, c'est tous ces partis politiques qui changent tout le temps de politique, et qui, au niveau de la profession de foi,
évolue d'une élection à l'autre. Et je pense que actuellement, il faut vraiment que vous alliez au fond des choses. Et quand vous allez recevoir vos bulletins de vote, allez disséquer les professions de foi et allez voir quel parti politique propose la sortie des traités européens de façon légale. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Et je vous invite à la découvrir. Voilà. Et voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'Union populaire républicaine? On sait qu'il se sert d'une base gaulliste. Ça ne veut pas dire que tout le monde adhère au gaullisme, mais il faut déjà avoir une base. C'est assez long, excusez-moi. Mais là, voilà, c'est un pavé dans la mare. Ouais. Bon. Alors écoutez, bon, je connais M. Asselineau d'un certain nombre de conférences que j'ai pu suivre. Il fait une bonne critique de l'Europe et de la tactique américaine de subversion contre nous. D'accord. Mais, voilà, déjà parlé, mais, quand je l'entends avoir comme référence les grands ancêtres de la Révolution, c'est pas grave. Clémenceau, qui a voulu comme l'éloge la Première Guerre mondiale, et De Gaulle, dont nous vivons les conséquences, je me dis, bon, il est certainement plein de bonnes intentions, et il ferait bien d'apprendre l'histoire. Parce que sinon, il est inconséquent. On ne peut pas défendre une politique en se basant sur les principes, ou les hommes de principe qui ont amené à cette situation qu'il dénonce. Ça colle pas. Voilà, c'est ma seule critique. Alors, pour en revenir au Front National, il est évident que c'est un pari. Juin, c'est un pari. Je voudrais me faire observer une chose. D'abord, je trouve que Marine Le Pen, dans les débats face aux autres, se débrouille tout de même très bien, notamment sur l'Europe. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a bien des choses que je dirais de la même façon. J'irai probablement plus loin. Et pourquoi cette haine d'un Manuel Valls contre le Front National au point de menacer à plusieurs reprises, même si ça a été un 1er avril, d'arrêter le processus électoral si jamais le Front National l'emportait? Est-ce que vous ne croyez pas que eux savent mieux que nous le danger que représente le Front National pour eux? Mais je vous dis, c'est un pari et je suis confronté au même pari. J'aurais une gueule, comme on dit, si jamais ça se passait comme vous l'avez suggéré. Mais il faut essayer. On n'a pas d'autre solution. Alors, M. Asselineau fait certainement du bon travail, mais c'est regrettable pour lui. Il n'a pas la taille suffisante pour pouvoir renverser les choses aujourd'hui. La seule structure capable de renverser les choses actuellement, c'est le Front National. Lui peut apporter sa pierre, comme tout un chacun pouvons apporter notre pierre. Voilà. Oui, non, mais le Front National s'engage à lutter contre plein de choses, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose qui peut nous permettre de retrouver notre souveraineté, nos frontières et notre monnaie, c'est de sortir de l'Union européenne par l'article 50. Oui, donc le jour où Marine Le Pen, elle aura le courage de marquer noir sur blanc dans son programme politique, à l'UPR c'est pas pareil, c'est le seul programme. C'est d'abord on sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et après on se dispute si vous voulez on parle de politique. Mais d'abord on sort de ça. On ne peut pas parler de frontières, on ne peut pas parler d'économie tant qu'on est dans l'Union européenne. Hein, l'Europe on n'en sortira jamais, l'Europe est un continent. On y sera toujours. Par contre, l'Union européenne, il est urgent d'en sortir. Donc, le jour où elle aura le courage de marquer noir sur blanc et qu'elle arrêtera de parler des immigrés, des sujets clivants, d'accord, c'est négatif. Non, mais le drame. Eh bien, on en reparlera. Le drame avec elle, et c'était déjà le cas avec son père, puisque à la fois il était parfois anti-immigrationniste et à la fois immigrationniste. Rappelez-vous son discours aux élections de 2007, la dalle d'Argenteuil. Pas si ça vous dit quelque chose, mais il était à plat ventre devant l'immigration. Donc, et alors l'obsession de cette famille Le Pen, c'est d'essayer de ramasser toutes les voix partout. Des voix, encore des voix.
Et le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Je sais si je l'ai dit et redit à peine à l'époque, mais vous rassemblez des gens dans les positions qui sont contraires. Or, des forces contraires, je regrette beaucoup, ça ne fait pas une force, ça fait une annulation de force. Et puis c'est un mouvement basé sur la haine de l'autre. C'est la faute des immigrés. Oui, bien sûr. Non, prenons les choses, tirons les chiffres. Depuis qu'on est rentré dans l'euro, regardons l'état de l'économie française, regardons le nombre de chômeurs et prenons-en aux choses qui... Mais de toute façon... Ils sont vrais. De toute façon, je dirais, au risque de choquer certains, c'est pas la faute des immigrés, ils sont pas venus à la nage. Hein. Mais non, absolument pas. Ah, qui les a fait venir? Qui fait des lois qui ne fait qu'attirer, mais pourquoi? C'est pas pour faire plaisir aux immigrés, c'est pas parce qu'ils les aiment, c'est parce que par le biais de l'immigration-invasion, ils veulent nous détruire. Oui, c'est tout simplement ça. C'est l'intérêt des Le Pen qu'il y ait de plus en plus d'immigrés. C'est leur intérêt, parce que plus on en voit, plus j'assiste. Ah mais oui, il a raison. Je ne suis pas persuadé de ça. Non, je ne suis pas persuadé de ça, parce qu'ils vont s'écrouler eux aussi. Non. Revenons-en tout de même au fait que l'on constate. Cette espèce de haine absolument hystérique de Valls, qui est membre du Grand Orient, comme le petit Bernard Cazeneuve, comme la plupart des gens du gouvernement. Cette haine, quand vous voyez la gueule de Valls, il en tremble, et justement, on l'a vu, comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas peur d'un danger de ce côté-là? C'est un pari, je répète, c'est un pari. Je reconnais tout ce que vous voudrez que ce pari est potentiellement, je dirais pas dangereux, parce que ça ne changera pas grand-chose dans la situation. Au pire, ça changera. Mais on perdra la face. Ils sont quand même très on s'est trompé, c'est évident. Ils ont quand même beaucoup de choses pour plaire. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire des ventristes, parce que c'est par des forces à l'intérieur du mouvement qu'on peut les obliger à marcher droit. Je ne peux pas vous dire autre chose. Moi j'avais ma deuxième question, s'il y a pas quelqu'un qui va poser une, parce que je ne peux pas vous... Je vous en prie, allez-y. Vas-y. Si. Ah bon. Alors, la deuxième question, c'était par rapport aux Illuminati bâtières qui ont construit des sociétés, toute une couche de sociétés secrètes, dont celles qui sont au plus bas ne sont pas au courant dans quel dessin elles se sont mis. Hein, voilà. Bon, ça, d'accord, les États-Unis, l'Amérique du Sud, sûrement, l'Europe, mais qu'en est-il pour la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, dans ce dessin mondialiste, d'effondrement? On pourrait même penser qu'ils ont créé l'Union européenne pour que ça se casse la figure, pour reprendre sur un gouvernement mondial. Ah, mais de toute façon, j'ai cité un texte où il dit que l'Europe, c'est l'étape. Voilà. Donc, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'état des forces là-bas? Je pense qu'on va assister à l'effondrement de l'Empire américain pour plusieurs raisons. Toute première raison, le petit grain de sable, comme je l'ai évoqué dans l'une de mes conférences, Poutine. Le titre de ma conférence était Vladimir Poutine, le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Pourquoi? Premièrement, et je crois que c'est un homme, c'est un mystère cet homme. Je crois que je l'ai assez bien, enfin j'espère l'avoir assez bien cerné dans cette conférence, qui a été profondément meurtri de l'humiliation de l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, sous Elstine, de voir comment son pays était pillé. Petite parenthèse historique, il s'était passé exactement la même chose en Allemagne après la Première Guerre mondiale, avant l'arrivée d'Hitler. Et c'est ça qui a motivé l'arrivée d'Hitler. C'est l'humiliation des Allemands du fait des traités de Versailles et du Trianon. Donc on a un homme là qui en veut de façon acharnée aux Américains. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
les traités avec différents pays, dont la Chine, dont l'Inde, dont l'Iran, dont des pays d'Amérique du Sud, etc., dont le Brésil, entre parenthèses, de dédollarisation des échanges commerciaux, dont l'achat du pétrole. Donc le pétrodollar. Deuxièmement, sa résistance au Moyen-Orient en disant, bon, maintenant, ça suffit. Vous bombardez, ah oui, mais pourtant ça ne change pas grand-chose. Vous allez voir, moi, quand je vous remontre ce que ça va donner. Vous ne trouvez pas curieux que cette histoire de Paris de vendredi dernier soit arrivée justement au moment où on constatait les effets bénéfiques des bombardements russes et de la reconquête par l'armée syrienne des territoires perdus? Or, je peux me tromper. Je ne suis pas Madame Soleil, mais il y a une chose tout de même qui me semble assez évidente, c'est que, en obsédant les Français avec cette vague d'attentats plus ou moins provoqués, false flag, etc., etc., vous connaissez la chose, ça a commencé il y a longtemps déjà, Pearl Harbor et compagnie. On ne cherche pas à provoquer, sous prétexte de combattre le monstre de l'État islamique, de créer une coalition de l'OTAN pour aller intervenir en Syrie, en Irak, mais par la même occasion investir ces pays. Donc, bloquant le travail des Russes. C'est ça que je crains. On verra. Mais Poutine, je l'avais dit dans ma conférence en question, il a deux caractéristiques. C'est un très bon joueur d'échecs et c'est un judoka. J'ai un peu joué aux échecs et j'ai fait du judo. Quelles sont les caractéristiques de ces deux sports? Intellectuel, bien entendu, mais c'est de prévoir le coup. Connaître l'adversaire et prévoir le coup. À l'avance, notamment aux échecs. Et avec le judo, c'est encore plus intéressant, c'est utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber. Voilà, donc on en est là. Alors, remarquez comment Poutine, dès que Hollande a annoncé qu'il allait envoyer son aviation, etc., le Charles de Gaulle, je tremble, en Syrie, pour combattre l'État islamique, Poutine a recommandé à ses cadres sur place en Syrie de prendre contact avec les officiers français de l'aviation française, etc. Et alors, une chose tout de même qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'apparemment, accompagnant le Charles de Gaulle, il y a aussi d'autres bateaux et des sous-marins. Et on retombe dans une hypothèse d'une intervention de l'OTAN, avec la France, bien entendu. Cocorico, on est là. On verra. Donc, il cherche par tous les moyens à bloquer l'action de Poutine au Moyen-Orient, parce qu'il... Quel est leur but? Ça, vous le verrez demain dans ma conférence, donc je ne vais pas aller plus loin maintenant. Donc, un petit peu de suspense, attendez jusqu'à demain. Poutine a dit il n'y a pas longtemps, quand on est en danger et qu'on sait que l'autre va frapper, il faut frapper le premier. Bah, évidemment. Donc, s'il a fait ça en Syrie, c'est que ça sentait le roussi pour lui, quand même, sûrement. Ah, bien entendu. Bien entendu. Il est certain que si Poutine ne réagissait pas au Moyen-Orient, il risquait la contagion dans tous les territoires musulmans de la Fédération de Russie. Il s'est fait avoir en Ukraine quand même. Parce que là, il s'est fait avoir en Ukraine comme il s'est fait avoir en Libye. Comme il s'est fait avoir en Libye. Oui et non. Oui et non. Je pensais qu'il irait plus loin, mais peut-être qu'il a eu raison de ne pas vouloir aller plus loin. Parce que tout de même, le Donbass, toute une partie de l'Ukraine, qui est la partie riche quand même, au point de vue mine de l'Ukraine, et puis il a récupéré la Crimée.
Donc c'est pas tout à fait une défaite, quand même. Et l'Ukraine est en faillite en plus actuellement. Et en plus de ça, alors justement, ça je crois que j'en avais parlé dans la conférence sur Poutine, je crois qu'il a l'intelligence d'attendre que le fruit tombe lui-même de pourrissement. Sans se mettre à dos la communauté internationale. Oui, il est obligé de manœuvrer. Il ne fera pas les mêmes erreurs que Napoléon ni Hitler. La guerre, non. Il va calculer, il va réfléchir, mélange de judo et d'échecs. Comment est-ce que je joue de façon à ne pas provoquer une montée de bouclier totale contre moi? Et il joue des intérêts des uns contre les autres aussi. Un des résultats est, là encore, toujours le monde anglo-saxon, blocus de l'adversaire. Ils ont voulu faire le blocus pour la Russie. Oui, mais le problème, c'est que le boomerang revient. Les exportations allemandes, françaises, italiennes, etc., terminées. Ah, Madame Merkel, oui, c'est tout de même embêtant. Et on l'entend, il y a des textes d'elle où elle dit, mais tout de même, on pourrait assouplir les choses. Gna, gna, gna. Donc, il joue. Et c'est un patient. Le reste, on verra. Mais moi, je suis passionné de l'analyse de son action politique. Parce que pour nous, c'est une leçon. Et bon, je ne vais pas me comparer à lui, mais je crois que sur la plupart des choses, je réagirai de la même façon que lui. Si Salam Alek a telle ou telle cérémonie juive, etc., je ne sais pas si j'irai jusque-là. Mais quand on voit, vous savez qu'il est allé, Netanyahou est allé en délégation avec le ministre de la Défense, etc., Mossad, etc., à Moscou, pour essayer de faire peur à Poutine. Il dit ça bien reçu, etc. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Après, il leur a dit, mais l'agression israélienne, c'est terminé. Vous ne survolez pas le Liban, vous ne survolez pas la Syrie. Alors, les Salam Alek, pourquoi pas? Ça ne mange pas de pain. Ce qui compte, c'est l'action. 50% des Israéliens parlent russe. Ah oui, je sais. Bah, évidemment, ils en viennent. Poser la question. Ils en viennent. Vu qu'ils subissent en Israël, peut-être qu'il ne faudrait pas trop insister pour qu'ils... À la place de Poutine, je ne suis pas prêt à les faire revenir. Je ne sais pas si vous avez entendu le samedi après l'attentat, donc il y avait les journalistes du Cercle Voltaire qui revenaient de Syrie. Et donc ils expliquaient que l'armée russe avait arrêté justement à peu près 600 hommes du Daesh, et que eux, ils avaient été au fait de différents lieux d'attentats aussi, et ils expliquaient que les attentats à Paris, ça venait pas de là, c'était une autre organisation. C'est certain. Que ce soit l'affaire Mera ou l'affaire Charlie Hebdo, entre autres, on prenait l'affaire Mera. Qui était Mera? Un type qui faisait partie de la DCL de Sarkozy. Et que l'on nous a dit à l'époque, et ce qu'ils m'ont dit, c'est que pour une fois, on peut les croire, curieusement, cet islamiste avait des visas de différents pays musulmans, ce qui est normal, mais aussi israéliens. Ah bon? Donc Israël a accepté sur son sol un individu qui avait circulé un petit peu partout dans les pays, l'Afghanistan, l'Iran, etc., etc. Et puis, c'était sous Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur de Sarkozy, qui disait il faut le prendre vivant. Et que font le GIGN et compagnie? Papa, il dit qu'au moment où le malheureux Mera se rend compte qu'on lui tire dessus, il leur dit, et ça, on l'a entendu, on l'a vu, pourquoi vous me tirez dessus? Ben, évidemment, pour quelqu'un qui fait partie du DCRI, il devait se poser quelques questions. Donc, pour moi, ma thèse, c'est que ils ont nos pouvoirs publics, dans leur petit carton, un certain nombre d'individus qu'ils utilisent au fur et à mesure quand ils veulent monter un coup. Et je suis sûr qu'il y a eu échange de personnes
entre l'agression de Charlie Hebdo et les types qu'on nous a dénoncés comme ayant été les auteurs du coup sur Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Ce n'est pas possible, parce que quand on voit les gars qui sortent tranquillement de Charlie Hebdo, le coup fait, comme s'ils étaient tranquilles, que personne n'allait leur tomber dessus, qu'en plus de ça, ils oublient la carte d'identité de l'un d'entre eux, est bien en évidence sur la requête. Il y a un petit déphasage entre le sang-froid de l'attaque et l'amateurisme de cet oubli, entre autres choses, sans compter les différentes versions qu'il y a eu. Et alors, ce curieux suicide du commissaire de police, comme il s'appelait déjà, je ne me rappelle plus, enfin, j'en ai parlé dans la politique, j'ai consacré 2 numéros de la politique à l'époque là-dessus pour montrer justement les contradictions de la thèse officielle. Dans l'affaire Mera, l'affaire Charlie Hebdo, et aujourd'hui celle-là. On en a déjà un petit peu parlé. Et je vous ferai remarquer que l'attentat contre le Bataclan, c'était lors d'un spectacle d'un groupe satanique israélien. Et que curieusement, aucun des membres de ce groupe n'a été tué ni blessé. Oh, mais quelle chance! Et comme aurait dit, comme il s'appelait déjà, Raymond Barre, c'était des Français innocents qui sont tombés. Et vous vous rappelez comment la communauté et les milieux politiques de l'époque lui étaient tombés dessus parce qu'il avait parlé de Français innocents qui étaient tombés. Voilà, alors vous en tirez les conclusions que vous voulez. Alors moi j'avais une question un peu piquante en fait, c'était pour revenir en fait à ce dont on parlait à l'instant et dont on n'a pas parlé aussi au comptoir, c'était en fait l'islam en France et puis aussi en fait les cercles égalité et réconciliation, tout ça, et beaucoup de gens, notamment vous, et je le comprends, mais je ne suis pas d'accord, et qui veulent faire en fait, arrêter déjà de stigmatiser, d'essayer de monter 2 communautés les unes contre les autres, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est leur but, c'est Ordo ab Chao. Mais cependant, on ne peut quand même pas nier que l'immigration est un outil du complot judéo-maçonnique pour détruire les nations, en mettant, voilà, tout à fait, des populations hétérogènes qui ne se mélangeront pas. Et donc, en fait, quand on regarde, pour pouvoir se défendre vis-à-vis de notre principal agresseur, qui est en fait celui qui fomente tous ces plans-là, il faut d'abord se défendre du premier coup qu'il nous met, c'est-à-dire l'invasion qu'on subit. Et en fait aussi, quand on regarde la Reconquista espagnole, ils n'ont pas fait alliance avec les musulmans pour se débarrasser, c'était les musulmans qui étaient sur place. Mais ils se sont débarrassés des musulmans et des juifs en même temps. C'est pour ça qu'en fait les séfarades se sont retrouvés au Maroc, parce qu'ils ont été expulsés d'Espagne par les rois non seulement au Maroc, mais en Algérie, mais chez nous aussi, en Turquie, etc. Et donc en fait, voilà, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, et en plus de ça, voilà, la peur de l'islam en France, ça représente, il y a 70% des Français qui disent avoir peur de l'islam en France. Et en fait, l'islam aussi est en train d'islamiser notre jeunesse via le rap et tout ça. Donc je pense qu'il est urgent en fait de remettre la France à la mode et à la limite un peu les valeurs chrétiennes à la mode. Et comment dire, et ne pas faire alliance justement avec les musulmans. Et en plus de ça, si on fait alliance avec les musulmans, une fois la victoire arrivée, les musulmans demanderont la moitié du gâteau puisqu'ils sont participés avec nous. On ne pourra pas les mettre de rap entre guillemets. Attendez. Je vais peut-être un peu vite, mais... Je vois tout à fait votre question. Alors, essayons de répondre plan par plan. Et on va revenir un petit peu au Front National à ce sujet-là. Et si je ne me trompe, tout dernièrement, Marine Le Pen a réclamé la fermeture des frontières et l'arrêt de l'immigration. Ce qui est bien, oui, bien sûr. Première chose. Bon, première chose. Deuxièmement, quand on parle de l'islam, il faut voir que l'islam, pas plus que la chrétienté, n'est uni et uniforme. Et ils sont en pleine guerre de religion, comme nous l'avons été avec les protestants. Ils ont en commun le Coran quand même, qui est... Oui, mais chacun en tire une interprétation différente, comme l'ont fait les protestants par rapport aux catholiques. Ah oui, tout à fait. Et les modernistes par rapport aux tradis. Mais le texte de base quand même est bon, d'accord. D'accord.
Or, observez bien que l'Empire américain, ce que j'appelle les américano-sionistes, se servent de la fraction sunnite contre les chiites. Et que quand vous entendez parler d'attentats, ce sont quasiment toujours à 99,9% les chiites qui en sont victimes. Donc, on ne peut pas mettre le monde musulman, les musulmans dans le même sac. L'immigration Et musulmane je en vais France. vous rappeler une chose que j'ai citée dans mon livre nationaliste français, je l'ai cité aussi dans le complot mondialiste. Il y a une citation, une déclaration très intéressante, ça remonte aux années 90-93, je crois, du vice-ministre de la culture iranien qui proposait à Rome une union contre le mondialisme et l'athéisme. Il y a, et vous verrez demain, j'ai une citation que je vais donner justement de certaines élites musulmanes qui est parfaitement consciente du problème mondialiste. On ne doit pas les mettre dans le même sac. On doit choisir ceux qui ont compris. Toutes les alliances à travers l'histoire, ça a été des alliances plus ou moins momentanées en fonction des intérêts ou des dangers communs. Voilà. Moi, je trouve que vous avez bien raison. Et sur les 3 millions de musulmans qu'il y a en France, tu dois en avoir 95% qui sont des chiites et qui sont... En France, il n'y a pas de chiites en France. Hein. C'est pas des mecs d'Arabie Saoudite qu'on a, nous. Non, mais le Maroc... C'est pas des Arabes Saoudites, c'est pas... Ah, mais ça n'a pas de rapport. Il ne faut pas confondre le sunnisme et le sunnisme et, comment dire, le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est une branche du sunnisme. On a le Paris Saint-Germain. Oui, non mais chez nous, on a des Marocains, on a des Algériens, on a des Tunisiens, on a peut-être quelques Iraniens, mais tu n'as pas des gens d'Arabie Saoudite, du Qatar, on n'a pas. C'est eux les tarés. C'est pour ça que je dis si on a quand même du Qatar avec Paris Saint-Germain. Voilà. Mais ça reste quand même des sunnites. Il ne faut pas s'affoler. Comme te dis, moi je pense que vous avez vraiment raison de dire pas d'affolement. Ceux qui sont ici, à 90%, on peut discuter avec eux. Les autres, mais vous savez que j'ai à mes conférences nous, on se laisser les jeunes, on est régulièrement des représentants musulmans et même des jeunes femmes musulmanes qui viennent. Et ils posent des questions normales. Une question qui m'a été posée il y a déjà un certain temps par l'un d'entre eux. D'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur, mais nous, dans tout ça, où est-ce que nous sommes? Et nous, on est la majorité. Ils sont non, attendez. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est qu'on en a fait des déracinés qui ne savent plus où ils sont. Ah, ils ont le cul entre deux chaises. Or, dire qu'ils sont inassimilables, ça je le dirais pour les juifs, ça, certainement. Pour les musulmans, ça dépend. Il y a une question de proportion. Le fait qu'une population ne soit pas assimilable vient qu'elle est trop nombreuse. Alors, il y a ceux qui pourraient s'intégrer, qui voudraient s'intégrer. Moi, j'en connais tout de même quelques-uns qui ont très peur de ce qui se passe, parce qu'ils se rendent compte que c'est au détriment de leurs pommes, pour parler vulgairement. Et de leurs enfants. Et qui vous dit, écoutez, moi, j'aime la France, mon pays c'est la France, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre en disant, écoute, tu m'embêtes, je ne te crois pas. Non. On est devant une situation donnée. Alors comment est-ce qu'on la joue? Comment est-ce qu'on la joue? Tout est là. Et justement, le grand piège dans lequel on cherche à nous entraîner, c'est à fabriquer deux blocs antagonistes qui... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Je vais vous la citer... haine ne mène à rien. Je vais vous citer... Il faut défendre le pays. Mais non, mais franchement, tu peux rien faire. Non, mais la France, c'est pas les Balkans, la France. Tu sais, ils vont en Algérie, on leur dit, toi, t'es français. Ils viennent ici, on leur dit, toi, t'es arabe. Tu fais quoi, le mec? Et puis, sans compter les réseaux sociaux qui le captent avec les fouilles islamistes.
pour les intégrer, on revient à travail, famille, patrie. Parce que, au niveau famille, le musulman moyen, il est souvent mieux placé que le français moyen. Le musulman moyen, il a beau aimer la France, il voile sa fille, il fait le ramadan, et comment dire, attends, si, c'est vrai, il mange halal, mais non, c'est facile, c'est pas vrai. Et moi je connaissais, comment dire, le niqab était servi en France, un point, c'est tout. Mais c'est pas une question de niqab ou pas niqab. Mais le voile, ma grand-mère portait un fichu noir comme ça, et mais ça n'a rien à voir, monsieur. Non, un fichu noir comme ça, faut arrêter. Oui, ma grand-mère était voilée, elle est catalane. Mais elle est pas le voile pour aller à l'église. Mais le voile, c'est pas le voile, c'est une signification. Quand votre grand-mère portait un voile blanc, un voile noir, dans les campagnes, et que maintenant elle porte dans... Vous allez à l'université de Perpignan, monsieur, moi j'y vais parfois, toutes ces jeunes de 18-20 ans, elles portent le voile, et ça montre bien... C'est bien un signe religieux, on ne peut pas les assumer. Moi, je ne suis pas trop d'accord, monsieur. Attendez, vous allez... Quand vous parlez de la non-assimilation des Juifs et d'une possibilité d'assimilation de l'islam. Pour moi, l'islam, les musulmans ne sont pas assimilables dans un pays européen, chrétien, aux racines chrétiennes et démocratiques. C'est pas possible. Pas plus que les Juifs, alors à ce moment-là. Je ne comprends pas là-dessus. Vous êtes d'accord? Je ne vois pas pourquoi l'islam. Les Juifs ne sont absolument pas assimilables. Ils ne veulent pas s'assimiler. Mais les musulmans non plus, ils ne veulent pas s'assimiler. Ils ne sont pas assimilables de par leur religion. Ce n'est pas une religion, c'est une idéologie. Il y a une C'est une idéologie. C'est même très dangereux, malheureusement. C'est une minorité justement à vouloir vraiment être français, à se dissocier de leur communauté. Ils ne sont pas français, ils sont d'abord musulmans. Un programme qui est axé sur la haine n'arrivera pas à prendre tout le monde. L'islam est une idéologie, c'est pas une religion. On a tout de même une communauté. C'est pas des musulmans pour moi. Désolé. On a tout de même une communauté qui s'est battue à 2 reprises pour nous. Oui, mais bon, et que l'on a traité en dessous de tout. Mais bien sûr. Donc, il y a tout de même un petit peu de notre responsabilité. Et je répète, le problème, c'est le nombre. Le problème, c'est le nombre. C'est comme le pastis. Et on pourrait aussi s'offusquer de l'attitude des protestants, qui jouent bien souvent avec les juifs. Tout à fait. Absolument. Pourtant, ils sont français de souche. Ils en font partie. Ils en font partie. C'est pas aussi simple que ça. Mais donc, il faut, je répète, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. On veut sauver notre pays. Et ma stratégie, et qui marche depuis que j'ai sorti le rappel du décret Crémieux avec nombre de musulmans qui me contactent, qui m'achètent mes livres, y compris le nationalisme français. J'ai par exemple un libraire à Rouen qui est musulman et qui m'achète la maçonnerie, c'est normal, le complot mondialiste, c'est normal. C'est normal, Mais le nationalisme français aussi. C'est pas un gros mot. Curieux quand même. Non. Donc, pas d'amalgame. Évitons que les autres nous dressent les uns contre les autres. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Parce que sinon, on va avoir soit des massacres de Français de souche par des gens d'ici, et peut-être en réaction à des ratonnades comme on en a eu en Algérie. Et qui étaient les auteurs des ratonnades à l'époque? C'était des pieds noirs juifs. Il faut savoir que... non, qui ont fait monter cette haine? Nous devons calmer les choses. Merci. Et on n'a pas bougé. Nous devons calmer les choses. On n'a pas bougé. Je me permets de... J'ai lu récemment dans un article, c'est un représentant de l'ONU. En fait, l'ONU a arrêté de payer les personnes qui sont dans les camps en différents pays d'Afrique où il y a beaucoup de camps de réfugiés. Donc ils ont fini de... Ça va aider à les faire venir Donc ici. en fait, ils ont pris la décision d'arrêter de les payer et de leur apporter de la nourriture pour que tous ces réfugiés partent, puisqu'ils ont considéré que pour l'économie de l'Europe, il faut qu'il y ait par an 1 million de migrants en Allemagne
est quasiment pareil dans tous les pays du Sud. Ça, Donc là, on est c'est le plus plan mondialiste. Mais Donc, Samuel on est Huntington plus maintenant- choque les civilisations, Tout c'est à fait. tout, Comme je c'est veux la dire, base. on est plus dans La l'histoire CIA a des- imprimé 750 millions de Corans. C'est eux qui ont créé le djihadisme. C'est la CIA Alors, qui a le créé Coran, c'est le Coran. Il n'y a pas de Coran. Il y a Le musulman moyen, il n'est pas mal. C'est les Amerlocs qui impriment le Coran. Oui, c'est eux. Mais il imprime, mais qui c'est qui a écrit le Coran, monsieur? Allez les gamins, c'est plus la récréation. Oui, pardon. Alors, moi, je voulais vous dire si, comment dire, une certaine élite apatride, justement, comme vous dites, se sert, comment dire, de population musulmane pour, comment dire, déstabiliser les pays européens, c'est qu'ils savent, en bons stratèges, que la nature de ces populations-là est de ne pas s'intégrer et de créer des troubles. Donc, c'est-à-dire qu'ils font appel à leur nature. Et donc, ça voudrait dire que si nous, on devait faire alliance avec eux, il faudrait qu'ils renient leur nature, ou alors, et donc, ça serait par conséquent une petite frange, comme les, comment dire, les harkis, qui ont été une petite tranche de ceux qui se sont, comment dire, battus avec la France, en fait. Enfin, voilà. Il n'y a pas eu que les harkis. Hein. C'est parce que, bon, j'ai fait une référence historique que je connais mal, au final, mais... Alors, votre raisonnement est assez juste, mais il me donne une impression de sophisme quand même. Parce que, là encore, je vais revenir sur le fait que le monde musulman n'est pas un. Comment se fait-il que les Américains et Israël font tout pour matraquer la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, en essayant de pouvoir le faire en Iran? C'est donc qu'il y a un monde musulman qui ne leur convient pas du tout. Ah, et je reviens toujours à ma distinction entre sunnites et chiites. Il faut savoir les choisir. Et puis ben là encore, Marine Le Pen, bon, je ne meurs pas d'amour pour elle, mais quand même reconnaissant qu'elle a demandé la déchéance de la nationalité française d'un certain nombre d'individus. Et l'arrêt, je le répète, de l'immigration. Alors, on est actuellement en état de siège. Alors, puisqu'on est en état de siège, que les individus qu'on nous présente sont apparemment des musulmans, comment se fait-il qu'on laisse continuer à rentrer toute cette immigration dont je vous ai donné le chiffre tout à l'heure? État de siège, on arrête. Puisque c'est une population apparemment potentiellement criminogène, eh bien on bloque. Eh bien non, on continue à les laisser rentrer. Et ça me semble tellement évident. Bon, et alors, petit détail, état de siège. Comment se fait-il qu'un des individus qui aurait participé aux attentats ait pu être exfiltré en toute tranquillité dans une voiture qu'on aurait apparemment vue passer le lendemain des attentats? Je serai responsable de la politique. Immédiatement après les trucs, blocage des frontières, des aéroports, des chemins de fer. Ils avaient dit qu'il avait fait ça. Ils ont dit qu'il ne faut pas. Ah, il est passé. Oh, il est passé. Ah, mais juste une remarque. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen elle joue le jeu des sionistes et des mondialistes? Je Ou alors qu'elle l'écrive, et après on la Je ne croira pense pas. qu'elle veut lutter contre l'immigration. Là, c'est pas vrai. Alors, Il y a une seule manière pour récupérer les frontières, c'est la sortie de l'espace Schengen. Ah ben ça, je suis tout à Eh fait bien alors d'accord. pourquoi elle n'écrit pas? Qu'elle ait le courage de l'écrire. Elle ne l'écrit pas. Elle le dit C'est souvent, un quand même. discours, Je hein, crois mais que- pas d'engagement. Attendez, je C'est crois pas que c'est sérieux. un petit peu de la même dimension que certaines simagrées de Poutine Hum. qui nous surprennent. Parce qu'on se dit pourquoi est-ce qu'il n'ose pas dire carrément les choses? C'est comme on sait qu'il a laissé entendre qu'il savait exactement ce qui s'était passé dans les camps de concentration, que les soviétiques ont libéré. Bien sûr. Il l'a dit. Il n'a même pas été Il l'a dit, invité aux commémorations. et il a dit aussi qu'il détenait les documents aériens par satellite de l'attentat du 11 septembre 2001. Bien sûr. Alors, et on voit très bien jusqu'où je peux aller, et je pense que pour Marine Le Pen, ça ne doit pas être évident non plus. Je ne lui donne pas raison dans sa stratégie, je me pose la question du pourquoi elle ne va pas plus loin. Elle doit sentir
surtout quand on voit la haine de Valls, j'y reviens encore une fois, que si elle dit trop clairement ce qu'elle veut réellement, ça va provoquer une réaction encore pire. Que pour une raison ou pour une autre, on interdira le Front National. Point à la ligne. Parti illégal. Non. Ah si. 50% des Français qui ont voté pour elle. Ça vous croyez que ça va les déranger? Les événements à l'heure actuelle. Écoutez, est-ce que vous croyez que ça dérangeait Nicolas Sarkozy que les Français aient voté contre la Constitution européenne? Il l'a fait passer par un autre biais. Ben voilà. Ils sont contre-foot de l'opinion du peuple. Même s'il est manipulé, de temps en temps, il y a des choses qu'il perçoit. Mais nous, donc, vous n'avez pas fini de répondre sur les francs-maçons chinois. Comment ça marche là-bas? J'en sais rien. Le monde chinois est tellement imperméable que... Mais alors, je crois que les Chinois, ils n'ont pas apprécié une chose. Vous avez vu qu'il y a eu 2 otages de l'État islamique qui ont été égorgés, un Chinois et un Norvégien, je crois. Alors, ça peut être intéressant. Vous avez vu, ils ont tué 10 ou 15 islamistes là chez les Ouïghours. Là, il y a 2 jours. Oui. 16. 16, tu vois? Oui. Lui, quand il tient le tableau, il Pas du de tout. moins. Non, mais. Alors, les Chinois sont des gens impénétrables. Les Chinois sont des gens impénétrables. Je crois qu'ils vont laisser faire le plus possible le travail par Poutine pour essayer d'en tirer les bénéfices après. À la place de Poutine, je m'en méfierais, d'autant qu'il y a déjà eu historiquement des petits conflits entre eux. Mais là encore, je crois que les Chinois sont parfaitement conscients du danger des États-Unis, qui soutiennent le Japon. La Corée du Sud et tout ça. La Corée du Et Sud même la Corée du et Sud l'autre qui est en sont train de lâcher les d'accord. Américains. Mais le Japon est une colonie américaine, bon. Évidemment. En gros. Alors là, je comprends pas. Ils sont comme les Allemands d'ailleurs, ils se sont écrasés devant les Américains. Disons qu'ils ont pris quand même 2 petites bombinettes qui les ont calmés. Oui, moi, ce serait plutôt le contraire que ça produirait comme effet. Ils n'ont pas de raison d'être. Ils sont complètement. Ils ont la même politique Bon, monétaire. eh bien, on arrête là. Ouais. Merci. J'ai plus de salive.